Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lire des contes magiques du monde entier par Margaret Mayo avec des illustrations de Jane Ray. Donc il y a des histoires venues des quatre coins du monde et nous allons en lire quelques-unes ensemble aujourd'hui. Et on commence avec un conte indien d'Amérique du Nord, Femme plume et étoile du matin. Une nuit, pendant la lune des fleurs, lorsque la rose sauvage fleurit et que l'herbe est haute dans la prairie, Femme plume et sa jeune sœur prirent leur couverture, se glissèrent hors de leur wigwam pour aller dormir dans la nature. Juste avant l'aube, Femme plume s'éveilla et vit l'étoile du matin qui se levait à l'est. Elle la trouva si merveilleuse qu'elle ne put en détacher les yeux. « Réveille-toi, dit-elle à sa sœur, regarde là-haut l'étoile du matin. Oh, que je l'aime! C'est la plus brillante de toutes, la plus extraordinaire. Et je parie que tu voudrais te marier avec elle, la taquina la petite indienne en riant. Oui, reconnut Femme plume d'une voix calme, j'aimerais follement l'épouser. À quelques jours de là, alors qu'elle se rendait à la rivière pour y puiser de l'eau, elle croisa un étranger sur son chemin. Très grand, très droit, il lui sembla le plus bel homme qui soit. Il portait des vêtements de peau tannée qui sentaient le pin et l'herbe douce. Il avait glissé une plume jaune dans ses cheveux et tenait une branche de genévrier à laquelle était accrochée une toile d'araignée. « Je suis étoile du matin, lui dit-il. Une nuit, je t'ai vue étendue dans l'herbe. J'ai entendu tes mots d'amour. À présent, je te demande de quitter ton camp, de venir vivre avec moi dans le monde d'en haut. » À ces mots, Femme plume se mit à trembler. « Laisse-moi d'abord aller dire au revoir à mon père et à ma mère, lui demanda-t-elle. « Viens maintenant ou ne viens jamais, répondit-il. Il prit sa plume jaune, la glissa dans la chevelure de Femme plume, puis lui tendit la branche de genévrier en murmurant « Tiens ceci et ferme les yeux. L'échelle de l'araignée te mènera jusque chez moi. » Elle se saisit de la branche et ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, elle se trouvait dans le ciel devant une grande hutte. « Bienvenue à la maison, lui dit Étoile du matin. Voici le wigwam de soleil, mon père, et de lune, ma mère. » À 7 heures du jour, Soleil s'était absenté pour l'un de ses longs voyages, mais Lune était là. Elle accueillit comme il se doit l'épouse de son fils. Elle lui offrit à boire et à manger, lui donna un costume de daim très doux, un bracelet de dents de wapiti et une robe en peau de wapiti ornée de peintures magiques. Le temps passa. Femme plume était heureuse dans le monde d'en haut. Lune lui faisait découvrir les innombrables fleurs, légumes et baies qui poussaient ici. Elle lui parlait des herbes et des médecines secrètes. Elle lui offrit aussi un jour une petite pioche de bois durcie dans le feu et lui montra comment l'utiliser pour extraire du sol les racines qui étaient comestibles. Mais Lune prévint Femme plume qu'elle ne devait sous aucun prétexte déterrer une certaine plante, le navet géant. Il poussait près du wigwam de l'homme araignée, le tisseur des échelles qui permettent aux astres de voyager entre ciel et terre. Le navet géant est sacré. Si tu y touches, le malheur viendra parmi nous tous, lui répéta Lune à plusieurs reprises. Le temps passa encore. Étoile du matin et Femme plume eurent un fils qu'ils appelèrent Petit Astre, et il semblait que leur bonheur n'aurait jamais de fin. Un jour où Femme plume se promenait avec
avec sa pioche à la recherche de légumes sauvages pour leur repas, elle vint à passer devant le navet géant. « Que peut-il y avoir dessous ?» s'interrogea-t-elle. Elle tourna autour, se baissa pour observer la plante de plus près, déposa son bébé sur le sol et commença à creuser la terre. Elle creusa, mais le navet ne bougea pas. Elle creusa encore et la pioche s'enfonça profondément sous terre. Femme Plume releva alors la tête et aperçut deux grues qui planaient au-dessus d'elle. Elle les appela. « Puissante grue, venez m'aider à arracher le navet géant. » Les oiseaux décrivirent 3 cercles dans le ciel avant d'atterrir. Ils saisirent le navet dans leurs longs becs effilés et tirèrent dessus. Ils entonnèrent un chant magique et tirèrent de nouveau. Tout à coup, le navet sortit de terre. Là où il avait poussé, il y avait maintenant un trou. Femme Plume s'agenouilla, regarda au travers et aperçut tout au loin le camp des Indiens pieds noirs où elle avait vécu autrefois. De la fumée s'échappait des wigwams. Les enfants riaient, les jeunes gens jouaient, les femmes travaillaient, tannant le cuir, construisant des huttes, récoltant des baies sur les collines, puisant de l'eau dans la rivière. Femme Plume eut grande envie de retourner dans la verte prairie auprès des siens. Doucement, elle se remit debout, ramassa son bébé et le serrant contre elle, les yeux embués de larmes, elle reprit le chemin du wigwam. À peine étoile du matin la vit-il qu'il sut ce qu'elle avait fait. « Tu as déterré le navet géant » s'exclama-t-il. Ce furent ses seuls mots. Lorsque Lune apprit ce qui s'était passé, grande fut sa tristesse. Mais lorsque Soleil l'apprit à son tour, immense fut sa colère. Il cria « Femme Plume a désobéi à mes ordres, qu'elle retourne immédiatement sur terre. » Puisque son regard s'est posé de nouveau sur les siens, elle ne peut plus vivre heureuse parmi nous. Étoile du matin conduisit donc son épouse et son bébé au wigwam de l'homme araignée. Il pria celui-ci de tisser l'échelle qui les ramènerait sur terre. Ensuite, il déposa une petite pioche dans les mains de Femme Plume et l'enveloppa, ainsi que Petit Astre dans une peau de wapiti. « Fermez les yeux, ordonna-t-il, et à présent, adieu. » C'était le matin. C'était la saison où mûrissent sur terre quantité de baies. Depuis la prairie, les Indiens virent une étoile brillante tomber du ciel. Ils coururent jusqu'à l'endroit où elle avait atterri, et là, ils découvrirent un étrange baluchon. À l'intérieur se trouvait un bébé et une jeune femme. Tous reconnurent en elle Femme Plume, qui de nombreuses lunes auparavant s'en était allée chercher de l'eau, mais n'était jamais revenue. De ce jour, Femme Plume vécut avec Petit Astre dans le wigwam de ses parents. Elle partagea avec les Indiens pieds noirs toutes les connaissances qu'elle rapportait du monde d'en haut. Elle leur révéla les secrets des plantes médicinales. Elle leur montra comment creuser le sol avec la petite pioche, comment reconnaître les navets et les oignons sauvages et toutes les autres plantes bonnes à manger. Mais Femme Plume n'oublia jamais le monde d'en haut. Souvent, par temps clair, lorsque le soleil brillait, elle se rendait sur une haute falaise et levait les yeux vers le ciel. Elle songeait à son mari, le grand et resplendissant étoile du matin. Nous allons lire maintenant un conte japonais, Le royaume sous la mer. Un soir d'été, il y a longtemps de cela, un jeune homme nommé Urashima Taro se promenait sur la plage après sa journée de pêche. Soudain, il vit une tortue renversée sur le dos qui agitait ses pattes. Il se pencha vers elle et la ramassa. « Pauvre petite, dit-il, tu aurais pu mourir au soleil. Je me demande qui t'a retourné de la sorte. Sans doute un gamin
un sans-cervelle qui n'avait rien de mieux à faire. Portant la tortue, il quitta la plage, entra dans la mer et alla aussi loin qu'il le put. Comme il la remettait à l'eau, il murmura: « Va, vénérable tortue, et puisses-tu vivre des milliers d'années. » Le lendemain, Urashima reprit la mer et lança ses filets. Lorsqu'il eut doublé les autres bateaux et qu'il se retrouva seul, loin des côtes, il s'accorda un peu de repos, laissant son embarcation danser sur les vagues. C'est alors qu'il entendit une petite voix appeler doucement: « Urashima, Urashima Taro !» Il regarda alentour mais ne vit personne. Or la petite voix, soudain plus proche, reprit: « Urashima, Urashima Taro !» Il regarda plus attentivement et découvrit une tortue qui nageait devant son bateau. « Tortue, est-ce toi qui m'as appelé ?» demanda-t-il. « Oui, honorable pêcheur, c'est moi. Hier, tu m'as sauvé la vie. Aussi, aujourd'hui, suis-je venu te remercier et te proposer de m'accompagner au Rin-Jin, le palais de mon père, le roi dragon sous la mer. » « Le roi dragon sous la mer ne peut être ton père, » s'exclama Urashima. « Ce n'est pas possible. »« Mais si, je suis sa fille. Si tu grimpes sur mon dos, je te conduirai jusqu'à lui. » Ce devait être merveilleux de connaître le royaume sous la mer. Urashima quitta donc son bateau pour aller s'asseoir sur la carapace de la tortue. Ils partirent sur le champ en glissant sur les vagues. Ensuite, ils plongèrent vers les profondeurs et longtemps filèrent sous l'eau, frôlant au passage des baleines et des requins, des dauphins joueurs et des poissons argentés. Enfin, Urashima distingua dans le lointain une somptueuse porte de corail ornée de perles et de pierres précieuses scintillantes. Derrière se dressaient les toits pentus et les pignons d'une fastueuse demeure de corail. « Nous approchons du palais de mon père, » annonça la tortue. Et à peine eut-elle parlé qu'ils l'atteignirent. « À présent, » ajouta-t-elle, « il va te falloir marcher. » Elle se tourna vers l'espadon qui gardait l'entrée et lui dit: « Voici l'honorable invité venu de la terre du Japon. S'il te plaît, montre-lui le chemin. » Sur ces mots, elle disparut et l'espadon introduisit Urashima dans une cour. Là, toute une compagnie d'animaux marins, pieuvres et sèches, thons et carlets, en rang les uns au-dessus des autres, s'inclinèrent devant lui en clamant tous en chœur: « Bienvenue au Rin-Jin, le palais du roi dragon sous la mer, 3 fois bienvenue. » La compagnie d'animaux marins escorta le jeune homme jusqu'à une cour intérieure qui donnait accès à la porte du palais de corail. Elle s'ouvrit sur une princesse rayonnant de beauté, aux longs cheveux noirs épars sur les épaules, vêtue d'un kimono rouge et vert, aux reflets aussi chatoyants que la vague traversée par le rayon du soleil. « Bienvenue au royaume de mon père, » dit la princesse. « Resteras-tu quelque temps au pays de la jeunesse sans fin, où jamais ne meurt l'été, où jamais ne naît la douleur ?» En entendant ces paroles et en contemplant ce visage si fin, Urashima sentit le bonheur l'envahir. « Mon vœu le plus cher serait de pouvoir rester ici avec toi pour toujours, » répondit-il. « Dans ce cas, je t'épouserai et nous vivrons ensemble éternellement, » déclara la princesse. « Mais allons tout d'abord en demander la permission à mon père. » Elle prit Urashima par la main et le mena par de longs couloirs jusqu'à la salle du trône. Là, ils s'agenouillèrent devant le roi dragon sous la mer, ce seigneur tout-puissant, et se prosternèrent si bas que leurs fronts touchèrent le sol. « Honorable père, » dit la princesse, « voici le jeune homme qui me sauva sur la terre des hommes. Consentez-vous à
ce qu'il soit mon mari. J'y consens, répondit le roi dragon, mais qu'en dit le pêcheur? Oh, j'accepte avec joie, s'écria Urashima. Les noces eurent lieu aussitôt. Lorsque la princesse et Urashima se furent jurés leur amour par 3 fois en buvant la tasse de saké des jeunes mariés, les réjouissances commencèrent. Une musique douce s'éleva et des poissons arc-en-ciel aussi étranges que merveilleux dansèrent et chantèrent longtemps. Le lendemain, la fête finie, la princesse montra à Urashima quelques-unes des merveilles du palais de corail et du royaume de son père. La plus extraordinaire d'entre elles, assurément, était le jardin des 4 saisons. À l'est se trouvait le jardin de printemps où les pruniers et les cerisiers étaient en fleurs, où des multitudes d'oiseaux gazouillaient gaiement. Au sud, les arbres avaient revêtu leur verdoyante parure d'été et les grillons chantaient. À l'ouest, les érables d'automne rougeoyaient de leurs feuilles couleur de feu, les chrysanthèmes s'épanouissaient. Au nord, dans le jardin d'hiver, les bambous et la terre étaient couverts de neige, les étangs pris dans les glaces. Il y avait tant de choses à voir et à admirer au royaume sous la mer qu'Urashima en oublia sa maison et sa vie passée. Mais un jour, il se rappela ses parents et annonça à la princesse: « Ma mère et mon père pensent sans doute que je me suis noyée en mer. Il doit y avoir 3 jours, si ce n'est plus, que je les ai quittés. Il me faut aller leur raconter ce qui s'est passé. » « Attends, implora-t-elle, attends un peu, reste au moins encore une journée ici avec moi. » « Mon devoir est de les rassurer, expliqua-t-il, mais n'aie crainte, je te reviendrai. Dans ce cas, il me faut redevenir tortue pour te reconduire sur la terre au-dessus des vagues, mais auparavant, accepte ce cadeau. » Et elle lui offrit 3 belles boîtes en lac retenues ensemble par un cordon de soie rouge. « Ne t'en sépare jamais, dit-elle, et jure-moi de ne les ouvrir sous aucun prétexte. » Urashima ayant promis, la princesse redevint tortue. Il s'assit sur son dos et ils partirent. Longtemps, ils voyagèrent dans les profondeurs de la mer, puis ils remontèrent vers la surface et atteignirent les vagues. Urashima se tourna vers la terre, revit les montagnes et la baie qu'il connaissait si bien, et quand la tortue eut atteint la plage, il sauta sur le sable. « Rappelle-toi, lui lança-t-elle, n'ouvre pas les boîtes. »« Je n'oublierai pas, promit-il. » Il traversa la plage et prit le chemin de sa maison. Il regarda autour de lui et une étrange crainte l'envahit. Les arbres semblaient différents, les demeures également. Parmi les gens qu'il croisait, il ne reconnaissait personne. Lorsqu'il atteignit sa maison, il la trouva fort changée. Seules quelques pierres et le ruisseau qui traversait le jardin étaient restés les mêmes. « Mère, père, appela-t-il. Un vieil homme qu'il n'avait jamais vu apparut à la porte. « Qui êtes-vous » lui demanda Urashima. « Où sont mes parents ?»« Et qu'est-il arrivé à notre maison? Tout est transformé. Pourtant il n'y a pas plus de 3 jours que moi, Urashima Taro, je suis parti. »« Cette maison m'appartient, déclara le vieillard, tout comme elle appartint à mon père et au père de mon père avant lui. Mais il paraît qu'un homme du nom d'Urashima Taro vécut ici jadis. Selon la légende, un jour il s'en fut pêché et ne revint jamais. Peu de temps après sa disparition, ses parents moururent de chagrin. Cela se passait il y a 300 ans environ. Urashima secoua la tête. Il avait peine à croire que sa mère, son père, tous ses amis étaient morts depuis si longtemps. Il remercia le vieillard et retourna lentement vers la plage, où il s'assit sur le sable. Il
Il se sentait triste et se répétait 300 ans, 300 ans qui ne sont sans doute que 3 jours dans le royaume sous la mer. Assis sur le sable, il tenait les boîtes en lac que la princesse lui avait offertes et jouait sans y penser avec le cordon de soie rouge qui se dénoua. Toujours sans y penser, Urashima ouvrit la première boîte. 3 tourbillons de légère fumée s'enroulèrent autour de lui et le beau jeune homme devint un vieillard très très âgé. Il ouvrit la deuxième boîte. À l'intérieur se trouvait un miroir. Il se regarda et découvrit que ses cheveux avaient blanchi, que son visage s'était ridé. Il ouvrit la troisième boîte et une plume de grue s'en échappa. Elle vint frôler sa joue, puis se posa sur sa tête, et le vieil homme se métamorphosa en une belle et élégante grue. Elle prit son envol et regarda la mer du haut du ciel. Non loin des côtes, elle aperçut, nageant sur les vagues, une tortue. Celle-ci leva la tête et découvrit à son tour la grue. Alors elle comprit que son mari, Urashima Taro, ne reviendrait jamais au royaume sous la mer. Le fruit magique, c'est un conte péruvien. À l'époque lointaine où de grands et merveilleux magiciens vivaient sur terre, Koniraya était le plus puissant d'entre eux. De sa baguette creuse, il transformait les montagnes en plaines, faisait surgir l'eau là où il n'y en avait pas, rendait faibles les forts et petits les grands. Parfois, parce qu'il aimait les plaisanteries et les farces, il s'en allait tout simplement en quête de bons tours à jouer. En ce temps où Koniraya était le plus puissant des magiciens, Kaviyaka était la plus belle des femmes. Elle était même si belle que tout homme qui la rencontrait voulait aussitôt l'épouser. Mais Kaviyaka était fière. Pas un seul n'était assez beau ou puissant pour elle. Aussi refusait-elle de se marier. Un jour où Koniraya se promenait sur terre déguisé en pauvre indien, il aperçut Kaviyaka assise au pied d'un arbre, en train de tisser, et comme tout un chacun, à peine la vit-il qu'il voulut l'épouser. « Mes compliments, belle Kaviyaka, lui dit-il. Or elle garda les yeux baissés sur son ouvrage. Koniraya eut alors l'idée d'un tour à lui jouer. L'instant d'après, il était devenu un grand oiseau au magnifique plumage couleur arc-en-ciel. Il déploya ses larges ailes, alla se percher sur le lukuma qui étendait ses branches au-dessus de Kaviyaka et commença à chanter. Or Kaviyaka continua à garder les yeux baissés sur son ouvrage. Koniraya eut alors une autre idée. Il jeta un sort sur un fruit du lukuma, un fruit d'un bel orange doré mûr à point. Il enfouit à l'intérieur un sortilège puissant avant de l'envoyer dans le giron de Kaviyaka. Le fruit lui sembla si superbe qu'elle s'en saisit. Il sentait si bon qu'elle en croqua une bouchée. Son goût lui plut tellement qu'elle le mangea tout entier, sans soupçonner qu'il s'agissait d'un fruit enchanté. Les mois passèrent, et parce que le fruit était envoûté, Kaviyaka mit au monde un petit garçon. C'était un bébé heureux, souriant, d'une rare beauté qu'elle aima de tout son cœur. Mais curieuse comme elle était, elle s'interrogeait. Qui donc lui avait jeté un sort et donné ce bébé? Comment avait-il été conçu? Quand? Des jours et des jours durant, elle réfléchit à ce mystère. Enfin, lorsque son fils eut presque 1 an et qu'il sut ramper, elle décida de retrouver le père de ce si bel enfant et de l'épouser, car ce ne pouvait être qu'un homme excessivement beau et puissant. Elle convoqua donc les grands magiciens de ce monde. Bien sûr, chacun arriva vêtu de ses plus splendides atours dans l'espoir d'être remarqué par Kaviyaka.
plus, il avait mis ses habits usés de pauvre indien. La réunion commença, son bébé dans les bras. Kaviyaka se leva, fière et superbe. Jusqu'à ce jour, dit-elle, j'ai toujours refusé de me marier. Mais aujourd'hui, je jure solennellement d'épouser le père de mon enfant s'il daigne se faire connaître. Personne n'ouvrit la bouche, personne ne bougea. Puisque vous ne parlez pas, mon fils, lui, parlera, déclara Kaviyaka. Il reconnaîtra son père et ira à lui. Sur ces mots, elle déposa le bébé par terre. Aussitôt, il rampa en direction du misérable indien et parvenu à ses pieds, il leva la tête vers lui et lui tendit les bras. La fière Kaviyaka laissa exploser sa colère. Elle ne voulait pas épouser un pauvre indien. Elle se précipita vers son bébé, le serra contre son sein et cria « Malgré ma promesse, jamais je ne me marierai avec ce pauvre indien, plutôt mourir. » Étreignant son fils, elle s'enfuit en courant. « Arrête, reviens, » l'implora Koniraya, « les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. » Mais Kaviyaka ne voulut rien entendre. Elle continua à courir. Alors Koniraya frappa le sol de sa baguette creuse, et la seconde suivante, il était vêtu de somptueux atours aux reflets dorés éblouissants. « Belle Kaviyaka, lança-t-il, retourne-toi, pose tes yeux sur moi et vois comme je suis devenu beau et splendide. » Mais elle continua à courir. Autant effrayée par la fierté têtue de Kaviyaka que désolée du tour qu'il lui avait joué, Koniraya s'élança à sa poursuite. L'entendant se rapprocher d'elle, elle rassembla ses propres pouvoirs magiques et elle parvint à se dissimuler de lui avant de reprendre sa course. Koniraya n'aurait su dire où était Kaviyaka. Cependant décidé à la retrouver coûte que coûte, fila demandant à ceux qu'il rencontrait s'ils l'avaient vue, en vain. Mais au bout d'un temps, la chance lui sourit, il croisa le condor. L'oiseau avait aperçu Kaviyaka, il put lui indiquer la route qu'elle avait prise. Koniraya le bénit. « Je te donne le pouvoir de survoler vallées et contrées sauvages et de manger où que tu sois. Maudits soient ceux qui tuent le condor. » Koniraya reprit sa course et la chance lui sourit de nouveau. Il croisa le faucon. Lui aussi avait aperçu Kaviyaka. Il put lui indiquer la route qu'elle avait prise. Koniraya le bénit. « Je te donne le pouvoir de t'élever au-dessus des cimes. Par leurs chants et leurs danses, les Indiens célébreront toujours le faucon. » Koniraya reprit sa course et la chance lui sourit encore. Il croisa le puma qui put également lui indiquer la route qu'avait prise Kaviyaka. Koniraya le bénit. « Je te donne tout pouvoir sur les autres créatures vivantes. Toujours et partout, les Indiens honoreront le puma. » Koniraya reprit sa course. Lorsqu'il atteignit la mer, il vit Kaviyaka qui courait sur la plage. Il l'appela, mais elle ne se retourna pas. Rassemblant ses forces magiques et serrant contre elle son fils, elle se jeta dans les flots. L'instant d'après, il n'y avait plus ni belle Kaviyaka, ni superbe bébé. Ils avaient toutes disparu. À leur place, deux rochers, un grand et un petit, se blottissaient l'un contre l'autre sous la caresse des vagues. C'était tout. Il est triste celui-ci. On va lire celui-là, c'est un conte australien, s'appelle Koala. Au temps des rêves, Koala
assez fort pour cela, se mirent donc en route. Tous, hormis Koala. Lui, il détestait marcher. Aussi resta-t-il au camp à inventer de nouvelles sottises. Lorsque les gens de sa tribu furent de retour, il alla de l'un à l'autre quémander à boire. Quelqu'un finit par avoir pitié de lui et lui offrit un peu d'eau. Mais arriva un jour où plus personne n'accepta de lui en donner. Chacun lui dit de prendre sa propre coupe en bois et d'aller chercher lui-même son eau. Le lendemain, les hommes partirent à la chasse tandis que les femmes et les enfants se chargeaient de cueillir des racines. Un seul resta au camp, Koala bien entendu, et comme il mourait de soif, il se mit à errer à la recherche d'eau. Or il n'en trouva pas, le précieux liquide avait été caché avec grand soin. Koala ne s'avoua pas vaincu, il chercha ici, là, partout, et finalement il découvrit dissimulées dans la brousse sous des arbres ombreux des quantités de coupes pleines d'eau. Il but longuement et une fois désaltéré, incapable d'avaler une goutte de plus, il se dit « Je sais ce qu'il me reste à faire, je vais cacher l'eau dans un endroit secret, ainsi je ne souffrirai plus de la soif avant longtemps. » Il prit une coupe, grimpa à un petit eucalyptus et la posa sur une branche au beau milieu des feuilles. Puis, l'une après l'autre, de la même façon, il dissimula les coupes qui restaient. Il venait juste de cacher la dernière quand l'eucalyptus se mit à s'agiter. Alors, par magie, il commença à pousser, toujours plus haut. Il devint immense. Quand il cessa de grandir, le jeune garçon qui s'était accroché ferme à l'une des branches se trouvait très haut au-dessus de la terre, près de la cime de l'eucalyptus, entouré des coupes volées. Il songea à regagner le sol, mais le pouvait-il? Pas sûr. Il s'assit alors sur une grosse branche près du tronc et éternua doucement. Quand le soleil se coucha, les gens de la tribu rentrèrent au camp en sueur et assoiffés. Ils se rendirent directement à leur cachette d'eau. Hélas, il n'y avait plus que quelques coupes vides de surcroît. Une même pensée leur vint à l'esprit. Koala, où est Koala? Ils regardèrent autour d'eux et découvrirent un énorme eucalyptus, là où peu avant il n'y en avait qu'un petit. Et puis ils virent près de la cime Koala et toutes les coupes. Koala, crièrent-ils, rends-nous notre eau. Il éclata de rire, il se sentait tellement en sécurité tout en haut de l'arbre gigantesque. Si vous voulez votre eau, dit-il, venez la chercher vous-même. Un jeune homme prit la parole. Cet eucalyptus a beau être immense, je monterai jusqu'en haut et je rapporterai l'eau. Et moi, ajouta l'un de ses amis, je ferai descendre ce gredin de Koala pour lui régler son sort. Tous deux grimpèrent à l'arbre, épiés à travers les branches par Koala. Quand il les vit sur le point de le rejoindre, vite, il saisit une coupe qu'il renversa sur le tronc et les deux hommes. Et leurs mains glissèrent sur l'écorce lisse et mouillée, et ils perdirent prise et ils tombèrent au pied de l'arbre. Alors deux frères proposèrent d'y grimper à leur tour. Rusés comme ils étaient, ils ne montèrent pas en ligne droite, oh non. Ils tournèrent et tournèrent autour du tronc, en spirale. Bien sûr, Koala attendit d'être presque rejoint pour les arroser. Or il rata son but, car les deux frères se déplaçaient vraiment très rapidement. Ils poursuivirent donc leur ascension, se rapprochant de plus en plus de lui, et Koala prit peur, et il se mit à gémir, geindre, crier. L'un des frères arriva à sa hauteur, l'empoigna. Il se débattit comme un beau diable, parvint à se libérer, mais perdit l'équilibre. Et il rebondit de branche en branche, et il se retrouva par terre. Tous les os de son corps lui faisaient mal, pourtant il réagit. D'un bond, il se remit debout et prit la fuite. Les gens, fous de colère,
décidés à le rattraper coûte que coûte. Ils faillirent y parvenir, mais juste à temps, Koala atteignit un autre arbre et s'y percha le plus vite qu'il put. Alors, par magie, vraiment par magie, sous les yeux des gens de sa tribu, il se métamorphosa. Une épaisse fourrure grise recouvrit son corps, ses oreilles se frangèrent de poils et se dressèrent au-dessus de 2 yeux noirs, ronds comme des boutons, et d'un petit nez brillant, noir lui aussi. Le jeune koala était devenu Koala, l'animal aux airs d'ourson. Aujourd'hui encore, il ressemble à cela, et le croirez-vous, chaque fois qu'il peut, il fait en sorte de ne pas aller chercher d'eau. S'il vient à avoir soif, il se contente de grignoter les feuilles juteuses des eucalyptus, et en général, cela lui suffit. Mais il se souvient du jour où il manqua à être capturé. C'est pourquoi, si quelqu'un grimpe à son arbre, il fait un beau tapage, il geint, il crie, comme au temps où il était un jeune garçon nommé Koala. Baba Yaga, on l'a déjà rencontré dans les contes russes que j'ai lus il y a quelque temps. On va terminer avec un conte chinois, Dragon jaune tonnerre. Il y a longtemps, très longtemps, Chang était un garçon tranquille. À longueur de journée, il rêvait éveillé et espérait qu'une chose surprenante et merveilleuse lui arriverait. Mais rien ne se produisait jamais, et il en fut ainsi jusqu'à l'année de ses 13 ans. Chang vivait avec son père, Yin le fermier, et sa grand-mère, une femme exceptionnelle. Elle était aussi vieille que sage, et parce que la mère de Chang était morte alors qu'il était bébé, elle s'en était toujours occupée et l'avait chéri sans compter. Cet après-midi-là, il faisait chaud. Grand-mère dormait. Yin vaquait à ses occupations dans la maison et Chang se rendait d'un pas nonchalant jusqu'à la grille du jardin. Une fois arrivé, il regarda la plaine qui s'étendait à ses pieds, la rivière qui serpentait au milieu, les montagnes qui bouchaient l'horizon à l'ouest. Comme d'habitude, il rêva, et puis il vit venir sur la côte qui menait à sa maison un cavalier d'une rare beauté, tous deux jaunes habillés, escorté par 4 serviteurs. L'un d'eux portait une splendide ombrelle jaune ouverte au-dessus de la tête du jeune homme pour le protéger du soleil. En découvrant ces gens et l'animal, Chang éprouva un étrange sentiment. Le cheval, à première vue, c'était un simple cheval blanc. Mais tandis qu'il trottait, une légère brume irisée chatoyait autour de lui tel un rayon de soleil sur l'eau. Chang eut soudain la certitude que ses sabots ne touchaient pas le sol, pas plus que les pieds des serviteurs d'ailleurs. C'était comme si tous avaient flotté entre ciel et terre. Lorsque les voyageurs parvinrent à hauteur de la grille du jardin, ils firent halte. « Je suis fatigué, Chang, fils de Yin, dit le jeune homme. Puis-je me reposer dans le jardin de ton père ?» Chang s'inclina respectueusement devant lui, ouvrit la grille et répondit « Entrez, noble seigneur. » Rapide et léger, le jeune homme descendit de sa monture qu'un serviteur attacha à la porte. Puis le groupe pénétra dans le jardin et alla s'asseoir sur les sièges qui se trouvaient dans la cour près du bâtiment de la ferme. Quand Yin entendit le bruit des voix, il vint saluer les visiteurs et pria son fils d'apporter des rafraîchissements. Il prit place à son tour et parla avec le très beau jeune homme. Tandis que l'on mangeait et buvait, Chang se tenait légèrement à l'écart, bras croisés, mains enfouies dans les larges manches de son vêtement. Il observait. Oh, que ces gens lui semblaient surprenants et extraordinaires. Nulle couture ne se voyait aux habits du jeune homme, comme s'ils avaient été tissés d'une seule pièce. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Chang se tourna vers le cheval. Incroyable, il n'était pas couvert de poils, mais de petites écailles blanches étincelantes.
et sur chacune il y avait 5 minuscules taches de couleur. Lorsque les voyageurs se furent restaurés, le jeune étranger remercia Yin de son hospitalité, puis le groupe se leva et prit congé. Or, en franchissant la grille du jardin, le domestique chargé de l'ombrelle abaissa celle-ci vers le sol et ne la redressa qu'à l'instant où il rejoignit la route. « Je reviendrai demain, promit le cavalier en remontant en selle. « Revenez, noble seigneur, répondit Zhang en s'inclinant devant lui. Et il resta là, à regarder ces gens s'éloigner en direction des montagnes. Brusquement, il les vit s'élever dans les airs, puis disparaître parmi les nuages gris annonçant la pluie. Alors Zhang retourna dans la maison. C'étaient d'étranges visiteurs, lui dit son père. Je n'avais jamais rencontré ce jeune homme. Pourtant, il connaissait mon nom et tout de moi. Toi, as-tu remarqué quelque chose d'inhabituel? Oui, père. Leurs pieds et les sabots du cheval flottaient au-dessus du sol, et surtout, leurs pieds flottaient au-dessus du sol, s'étonna Yin. Ce n'étaient donc pas des hommes, mais des esprits. Nous devons en parler à grand-mère, elle s'y connaît en choses surnaturelles. La vieille dame dormait profondément et n'avait guère envie de se réveiller, mais finalement elle s'étira. Baya. Grand-mère, lui dit Zhang, aujourd'hui nous avons eu la visite d'étrangers dont les pieds ne touchaient pas terre. Ces mots suffirent à bien la réveiller. Dis-moi tout, lui ordonna-t-elle. Zhang parla du jeune homme, de ses habits jaunes sans couture, des 4 domestiques, du cheval blanc, de la façon dont ils s'étaient envolés, de leur disparition parmi les nuages. Des vêtements sans couture sont des vêtements magiques, révéla grand-mère. Le jaune est une couleur sacrée. Cet homme est sans aucun doute dragon jaune tonnerre et sa monture dragon cheval. Ses serviteurs sont les 4 vents. Un gros orage éclatera. Elle fronça les sourcils avant d'ajouter. M'as-tu tout rapporté, Zhang? Non, pas du tout. Le domestique qui portait l'ombrelle a abaissé celle-ci vers le sol avant de quitter le jardin. C'est de bon augure, assura grand-mère. Elle ferma les yeux et se rendormit. Dans la soirée, lorsque Yin découvrit à l'ouest de gros nuages noirs, il décida de veiller avec son fils en attendant l'orage. En l'honneur de Dragon Jaune Tonnerre, Zhang revêtit le kimono jaune que son aïeul lui avait fait et alluma une lanterne du même jaune. Puis il brûla de l'encens et commença à lire des formules magiques dans un vieux livre. Grand-mère dormait. Tard dans la nuit, l'orage éclata. Zhang ferma son livre et rejoignit son père à la fenêtre. Le tonnerre gronda. Des éclairs zébrèrent le ciel. La foudre tomba. Un déluge de pluie s'abattit. Les torrents gonflés d'eau dévalèrent les pentes des montagnes. La rivière en crue monta tant qu'elle submergea les berges, envahit les champs, emporta tout sur son passage. Arbres, maisons, animaux, hommes. Le temps passant, le tonnerre diminua de force. Les éclairs s'éloignèrent, mais la pluie ne cessa pas. Aux premières lueurs du jour, Yin ouvrit la porte de la maison et avec son fils regarda dehors. Tous deux découvrirent que le niveau de la rivière était monté jusqu'à leur jardin. Nous aurions dû nous réfugier sur les montagnes cette nuit, dit Yin. Nous y aurions été à l'abri. À présent, il est trop tard. Zhang descendit dans le jardin et leva les yeux vers le ciel. Au-dessus de la maison, il aperçut un dragon jaune aux ailes déployées comme pour les protéger. Or, l'instant d'après, le dragon avait disparu. « Père, cria-t-il, j'ai vu Dragon Jaune Tonnerre. »« La fatigue t'aura fait rêver, mon fils, dit Yin. »« Mais il ne pleut pas sur notre maison, protesta Zhang. » Son père gagna à son tour le jardin et constata
constata que pas la moindre goutte ne tombait sur son toit alors que l'averse faisait rage alentour. Dragon jaune tonnerre doit nous protéger, reconnut-il. Tu as eu raison de bien l'accueillir hier. À midi, la pluie cessa. Alors le père et le fils réalisèrent que de toute la plaine, leur maison était l'unique à être restée intacte. À croire que l'orage l'avait oubliée. Les eaux étaient montées jusqu'au jardin, mais l'avaient contourné, comme repoussées par un mur épais et invisible. En fin d'après-midi, le soleil réapparut. Chang alla se poster près du portail. Il regarda vers l'ouest et vit sur son cheval blanc le jeune homme tout de jaune habillé qui descendait des montagnes avec ses 4 serviteurs. Comme la veille, leurs pieds flottaient au-dessus du sol et ils firent halte à la grille. « Je t'avais promis de revenir, déclara le cavalier, mais aujourd'hui je n'irai pas dans ton jardin. » Chang s'inclina respectueusement devant lui. « Comme il vous plaira, dit-il. » Le jeune homme prit une écaille sur le cou de son cheval et la lui offrit en lui conseillant « Garde précieusement ceci et fais-en bon usage. » Chang s'étant incliné de nouveau devant lui, il s'en alla avec son escorte, marchant sur la rivière en crue. Les sabots du cheval et les pieds des hommes semblaient flotter dans l'air. Après avoir longtemps marché de la sorte, ils s'enfoncèrent dans l'eau et disparurent. Chang rentra chez lui en hâte et avec précaution déposa l'écaille du cheval à l'intérieur d'une boîte en bois garnie de soie. Puis il alla annoncer à son père que Dragon jaune tonnerre était retourné dans son royaume au fond des eaux. « Va répéter ces mots à grand-mère, lui ordonna Yin. Elle dormait encore. Quand elle ouvrit enfin les yeux, Chang lui raconta ce qui s'était passé et lui montra la petite écaille. « Lorsque l'empereur vous demandera d'aller tous deux au palais, dit grand-mère, ce sera parfait. » Mais pourquoi l'empereur nous appellerait-il sans Yin? Vous verrez. Sur ces mots, grand-mère ferma les yeux et se rendormit. Les nouvelles se répandent vite. L'empereur ne tarda pas à entendre parler de l'orage, du déluge qui s'ensuivit, et surtout de ces choses inouïes et merveilleuses aperçues par les gens réfugiés dans les montagnes pour échapper à l'inondation. La pluie épargnant une maison, une seule, celle du fermier Yin, les flots contournant son jardin comme repoussés par un épais mur invisible. Certain qu'il y avait de la magie dans tout cela, l'empereur envoya des messagers avec ordre de ramener au palais impérial Yin et sa famille. Grand-mère refusa de s'y rendre, elle avait trop sommeil. Chang et son père, eux, se mirent en route à l'instant. Ils parvinrent au palais dans la soirée. L'empereur les reçut aussitôt et pria Yin de lui raconter ce qui s'était passé pendant l'orage. « Majesté, dit Yin, cette histoire, seul Chang peut vous la relater. » Chang raconta donc l'histoire du dragon jaune tonnerre depuis le début. Le temps d'arriver à la fin, la nuit était tombée. Il sortit alors la petite écaille étincelante de la boîte, et elle brilla si fort qu'elle illumina la salle du trône mieux que le soleil de midi. « Chang, fils de Yin, déclara l'empereur, tu resteras près de moi. Je te nomme magicien impérial, car Dragon jaune tonnerre t'a offert l'écaille qui renferme toute la magie du monde. » Ainsi, malgré ses 13 ans, Chang devint magicien à la cour. Le temps passant, il s'aperçut que l'écaille du dragon cheval avait un pouvoir infini. Lorsqu'il la tenait dans sa main, il était capable de guérir les maladies ou de prédire l'avenir. Il pouvait même faire remporter de glorieuses victoires aux armées de l'empereur. Il en fut largement récompensé. L'empereur lui offrit une vaste demeure près du palais, où son père et son aïeul le rejoignirent. Yin y mena une vie de riche seigneur.
grand-mère, elle continua à dormir la plupart du temps. Mais lorsqu'elle s'éveillait, elle partageait toujours avec Chang la sagesse et les connaissances de ses nombreuses années. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura